Alors bienvenue dans cette découverte virtuelle du Douai et des Douaisiens que Marceline Desbordes-Valmore a eu l'occasion de connaître dans son enfance et dans la totalité de son existence également. Elle a entretenu énormément de correspondances avec des Douaisiens et des Douaisiennes. Elle a chanté dans ses poèmes et également évoqué dans ses correspondances de nombreux lieux de la ville de Douai que nous vous proposons de découvrir à travers ce petit parcours qui, nous l'espérons, vous sera agréable. Bonjour, Pierre-Jacques Lamblin, je suis un ancien directeur de cette bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore. Alors, la maison natale, c'est vraiment le lieu mythique dans la vie et dans l'œuvre de Marceline Desbordes-Valmore. Elle est située rue de Valenciennes, à l'entrée de la rue quand on vient de l'église Notre-Dame. Voisinage qui a aussi une importance considérable parce que l'église aussi est un lieu extrêmement important dans la mémoire marcelinienne. Elle en parle souvent. Marceline était un personnage qui avait une mémoire très topographique, qui a accordé une importance affective à des lieux particuliers et au premier rang desquels se trouvait la maison natale. Alors cette maison natale, c'est la maison de son père, mais elle en parle souvent comme la maison de ma mère. C'est la maison que vers 10 ans elle a quittée avec sa mère quand elles sont parties, toutes les deux pour la Guadeloupe, au cours d'une expédition absolument désastreuse, à l'issue de laquelle d'ailleurs va mourir la mère de Marceline. Alors cette maison natale, dans le folklore douaisien, elle est liée à des faits divers assez amusants. Par exemple, lorsque, à la fin du XIXe siècle, suite au don fait par Hippolyte Valmore, le fils, don de manuscrits à la ville de Douai, lorsqu'on a voulu commémorer la naissance de Marceline avec une plaque sur sa maison natale, on s'est trompé de maison. Et on en a pris une qui était près de l'hôtellerie de l'Homme Sauvage, qui existe encore, qui s'appelle maintenant le bistrot du boucher. Alors, la raison de cette erreur était que dans la chronique, dans les légendes familiales des Desbordes, le père de Marceline garait dans le porche de l'Homme Sauvage les carrosses dont il peignait les armoiries. Ce qui était une double légende parce que, d'abord, il a sans doute très peu exercé cette activité. En plus, à l'époque où c'était censé se passer, il y a longtemps que la mode des armoiries sur les carrosses et autres voitures de maître était passée. Donc cette maison natale, telle qu'on la voit, a été très restaurée. Marceline Desbordes-Valmore serait très surprise de la voir telle qu'elle est maintenant, parce qu'elle a été restaurée avec une magnifique arche en pierre, en grès, qui n'existait déjà plus à l'époque où elle y habitait. Le rez-de-chaussée avait été aménagé comme un atelier avec une très grande fenêtre qui permettait aux tisserands et autres artisans du textile d'exercer leur activité de façon saine à la lumière du jour. Alors cette maison natale, on la voit souvent dans l'œuvre de Marceline Desbordes-Valmore, la maison de ma mère, comme elle dit. On le voit souvent dans ses poèmes, et elle en parle souvent à ses correspondants, dont le docteur Tarlanger, qui est une personnalité douaisienne, qui était, comme elle le disait dans son œuvre, le médecin de ma mère. Donc c'est une maison où elle a vécu jusqu'à l'âge de 10 ans, où elle a appris à lire sous la férule de sa sœur Cécile, qui lui a appris à lire. Elle a appris à lire aussi aux Ursulines, dont l'école n'était pas loin, mais Marceline n'est pas beaucoup allée à l'école. Marceline Desbordes-Valmore a été une autodidacte assez éblouissante, dotée sans doute d'une mémoire hypertrophiée. Comme on dirait maintenant, Marceline était hypermnésique. Marceline à André Tarlanger à Douai. Lyon, 10 avril 1836. Monsieur,
Partout où je lis le nom de Monsieur Tarangé, avec les distinctions qui l'accompagnent toujours, je crois entendre parler mon père, qui n'a jamais prononcé ce nom sans une émotion étrange. Et je fonds en larmes de tout ce qu'il rappelle à mon âme isolée. Vous avez sauvé 2 fois la vie à ma mère, monsieur, et votre nom errait aussi dans ses derniers adieux au monde et à moi, quand elle me laissa orpheline aux Antilles, où elle m'avait portée. Je ne sais pourquoi ce rappel est aujourd'hui plus frappant. On dirait que sa voix chère et triste me sonna votre nom dans l'oreille. Elle avait alors rêvé de vous, monsieur, et elle me dit en s'éveillant « Monsieur Tarangé vient de me dire que je n'en reviendrai pas. » C'était vrai. Pourquoi ce souvenir s'éveille-t-il aujourd'hui, plus doux et plus triste? D'où vient que je cède sans résistance à l'entraînement de vous chercher, d'oser ce que je n'ai jamais osé de ma vie, saluer une des gloires les plus pures de ma chère ville natale, et me réfugier un moment dans l'indulgence de l'homme qui tant de fois a consolé ma pauvre maison rue Notre-Dame, et tous ceux qui l'habitaient, Félix Desbordes, l'humble peintre, sa femme Catherine et ses enfants dont j'étais le dernier, et souvent caressé par votre bonté grave et pénétrante, car je vous vois encore parmi mes chères images. Marceline Desbordes-Valmore. L'église Notre-Dame de Douai se situe à proximité de la porte de Valenciennes. C'est un bel édifice en gothique flamboyant dont la construction a été terminée à la fin du XVe siècle sur les bases d'un édifice plus ancien datant du XIIe siècle. C'est un lieu important dans le parcours de Marceline Desbordes-Valmore. C'est l'église de son quartier de naissance. C'est aussi l'église dans laquelle elle est baptisée en juin 1786 et c'est un lieu qu'elle évoque assez régulièrement dans ses correspondances comme dans ses poésies. La ville de Douai a consacré de nombreux hommages à Marceline Desbordes-Valmore, en particulier un groupe de 3 statues qui se sont succédées au cours du XXe siècle, on va dire. La première statue a été édifiée en 1896, 70 ans après la naissance de Marceline Desbordes-Valmore, square de Gemap, donc à côté de la porte de Valenciennes. Et c'est une statue en bronze d'un sculpteur douaisien qui s'appelle Édouard Houssin. La caractéristique qui a donné lieu à de grandes célébrations à l'occasion de son inauguration. Plusieurs poètes importants et plusieurs littérateurs français sont venus se joindre à la ville de Douai pour célébrer la poétesse Marceline Desbordes-Valmore. Cette statue a connu une fin un peu tragique au cours de la Première Guerre mondiale puisque les Allemands ont décidé de la fondre pour en constituer des munitions, la statue étant donc effectivement en bronze, mais on a toujours un modèle en plâtre de cette sculpture conservée au musée de la Chartreuse de Douai. La plus noble d'esprit, la plus grande de cœur, partant la plus charmante et la plus douloureuse des femmes. C'est encore le poète vainqueur, du rythme souple et sûr et de la rime heureuse. Nous t'aimons et nous te louons, chaste amoureuse, toute passion forte et divine langueur, poète au verbe plein de cette langue creuse, notre muse attendrie en ce vil temps moqueur, tu vécus de souffrir et mourus à la tâche. Tes premières chansons furent pour l'amitié, où ta jeune âme offrait sa meilleure moitié. Le délire des sens dont toute chair rabâche t'inspira des accents que nul n'égalera, et ton œuvre de mère à jamais survivra. Paul Verlaine. Le deuxième projet de célébration de la mémoire de Marceline Desbordes-Valmore, initié par la ville de Douai, est une statue dont le projet date de 1932, qui est confiée à la responsabilité d'Alexandre Decatoire.
prix de Rome, sculpteur renommé à Douai comme à l'extérieur de la ville de Douai. Il choisit de créer une statue qui offre une représentation classique de Marceline Desbordes-Valmore, drapée dans un costume antique, portant une lyre et donc désignée comme une poétesse. C'est cette statue qui sera inaugurée en 1936 à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Marceline Desbordes-Valmore. Le projet de la troisième statue dédiée à Marceline Desbordes-Valmore date de 1957. Le projet est confié au sculpteur douaisien Albert Bouquillon, qui est un élève d'Alexandre Descatoires, prix de Rome lui aussi en 1934. Et cette troisième statue est inaugurée lors des fêtes de Gaillan de l'année 1958, soit un an avant le début des célébrations du centenaire de la mort de Marceline Desbordes-Valmore. Alors c'est un style résolument moderne qu'adopte Albert Bouquillon pour cette statue dont les formes sont très stylisées mais qui réinterprète la première statue d'Édouard Roussin. On a le même déport du corps de Marceline sur le côté. On a la même position un peu oratoire qui est un hommage à Marceline, comédienne dans ses jeunes années. Alors l'hospice général de la rue du Canteleu, c'est un lieu doublement lié à la mémoire marcelinienne parce que d'une part c'est un de ses cousins, le sculpteur Théophile Bras, qui a sculpté le fronton que l'on voit encore avec peu de recul malheureusement tout en haut au-dessus du porche. Et c'est aussi le lieu où, en 1840, donc a été hébergé son frère, donc Félix Desbordes. Alors Félix Desbordes, c'est un personnage malheureux qui a traîné une vie de galère et de misère. Félix Desbordes a été prisonnier au cours des guerres napoléoniennes en Espagne. Il a ensuite été stocké, on peut employer ce mot, sur des pontons, c'est-à-dire des prisons flottantes, une prison flottante en Écosse, à l'époque où la Grande-Bretagne était associée à l'Espagne, donc contre l'Empire. Et Félix Desbordes, après Waterloo, donc est revenu en France complètement déglingué, comme on dirait familièrement de nos jours. Il était devenu probablement alcoolique. Il était en tout cas extrêmement asocial, incapable d'exercer un métier salarié pendant une durée conséquente. Donc Félix Desbordes a vécu toute sa vie, et particulièrement de 1840 à 1851, année de sa mort, donc une existence de malheureux assisté. À l'hospice, donc, il vivotait d'autant plus que il n'avait pas de pension militaire, ou en tout cas une pension militaire qui était très insuffisante. Donc c'est sa sœur, Marceline, qui lui envoyait de l'argent, et assez souvent, malgré ses revenus extrêmement modestes la plupart du temps. Et cet argent, elle le faisait gérer par un notable douaisien, qui d'ailleurs a été mon prédécesseur à la tête de la bibliothèque, Hippolyte Romain du Tilleul. Donc Hippolyte Romain du Tilleul gérait l'argent qu'envoyait Marceline à son frère en faisant l'effort de ne pas tout lui donner d'un coup, afin que le pécule ne parte pas immédiatement en boisson, car Félix était probablement alcoolique. Donc Félix Desbordes est mort en 1851. On ne sait pas très bien où est sa tombe. Je pense qu'elle a disparu lors du réaménagement du cimetière. Et là, Félix a été un frère, on va dire sans doute jaloux, en tout cas envieux non pas la réussite matérielle de Marceline, parce qu'elle a toujours vécu dans la pauvreté, en tout cas la plupart du temps dans la pauvreté, mais jaloux de sa notoriété de poète. Il s'est d'ailleurs essayé lui-même à la poésie. Je crois que ces vers, donc pour ce qu'on en sait, pour ce qu'on en retrouve, sont assez justement oubliés. À Félix Desbordes, à Douai, le 26 mai 1850.
Es-tu maintenant si peu de temps sans souffrir? Je te reverrai donc heureux toi-même, mon bon Félix, comme nous l'avons été ensemble dans cette même rue que tu habites maintenant, seul, avec ton âme pure et ta philosophie militaire. Ah, tu as eu bon courage, et nous serons tous récompensés, les uns par les autres, de nous être bien fidèlement aimés, comme Dieu nous le conseille et nous l'ordonne. Tu tiens si parfaitement mon cœur dans ta main que je ne te déroule pas les détails affligeants de mes épreuves et de mes gênes d'argent. Elles sont poignantes, tu le devines. Tout d'un coup, quand je ne t'envoie rien, ce qui me rend le cœur affreusement triste. Elles rêvent d'aller embrasser mes bonnes sœurs, en passant pour te demander de visiter ensemble tous les coins de Douai qui nous ont paru si beaux dans nos meilleurs jours. Marceline Desbordes-Valmore. Adolphe Aubé est un libraire douaisien du milieu du XIXe siècle dont la boutique a été plusieurs fois représentée dans des gravures de l'époque. Comme beaucoup de libraires, il est également imprimeur, typographe et il a une activité donc qui se situe dans les années 1850-1860. Il va vite abandonner ces métiers pour se tourner vers la distillerie. Il va être le créateur d'une liqueur réputée à Douai à la fin dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et il a aussi pour autre caractéristique d'être l'ancêtre du dramaturge douaisien André Aubet, dont l'orthographe va changer. Il va remplacer le Z final par un Y. Et c'est un auteur dont beaucoup de documents sont conservés à la bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore, mais qui est complètement tombé dans l'oubli après une activité très très riche dans les années 50 et 60. Héloïse Soder. Il y a eu deux Héloïse Soder, la mère et la fille. La mère était commerçante au coin de la rue de Bélin et de la place d'Armes, dans un commerce de mode et de mercerie dans des lieux qui plus tard ont été occupés par la librairie Lauvergeat, donc bien connue dans l'histoire douaisienne. Héloïse Soder, mère, faisait souvent le voyage de Douai à Paris, en diligence à l'époque, donc pour se ravitailler en nouveautés de la mode et du textile en général. Et Marceline, d'ailleurs, elle-même lui a rendu quelques services en lui faisant des achats qu'elle venait ensuite se procurer en faisant le voyage. Héloïse Soder, mère, et Héloïse Soder, fille, épouse de Bussière, habitaient donc une maison où se retrouvaient beaucoup d'amis. C'était une famille flamande, semble-t-il, assez bon vivant, assez joyeuse. Il y avait dans cette maison un fils, Édouard Soder, qu'on a un temps voulu espérer comme mari de l'aînée des filles de Marceline, donc Ondine Valmore, mais ça ne s'est pas fait. Et donc Héloïse Soder, mère, a donc vécu une vie de commerçante pas très très prospère, mais le commerce quand même permettait de vivre. Dans cette maison, Marceline est repassée donc à 2 reprises, si je me souviens bien, au cours de voyage de Paris à Bruxelles, lorsque son mari, Prosper Valmore, jouait au théâtre de la Monnaie à Bruxelles. Et la fille de Marceline, donc Ondine Valmore, a elle fait aussi 1 ou 2 séjours dans cette maison au coin de la place d'Armes. Donc, et il y a ce patrimoine mémoriel partagé de la famille Soder et de leur maison joue un très grand rôle, comme la maison natale, dans la correspondance conservée et dans l'œuvre de Marceline Desbordes-Valmore. À Prosper Valmore, Paris, 10 juillet 1839. D'ailleurs,
Gaillan est couché ce soir même. La fête dure 3 jours et commence le 7 juillet. Nous sommes mercredi le 10. Il a bien fallu écrire mes regrets véritables en cachant un peu la cause de ce désappointement. Je te dirai de plus que Line, étant à grands cris demandée avec moi, n'imitait qu'une obéissance très bonne, mais froide, car je ne lui ai pas caché les arrière-pensées d'avenir de Madame Sauder, qui ne sont nullement dans ses inclinations à elle. Cela jetait sur ce voyage, tout de cœur de mon côté, quelque chose qui n'allait pas avec mes effusions. Hélas, que d'épines partout pour les caractères les plus droits. Marceline Valmore. On trouve un dernier hommage de la ville de Douai à Marceline Desbordes-Valmore dans le plafond du très très beau théâtre du XVIIIe siècle, inauguré quelques années avant la Révolution. Et donc sur le plafond de ce beau monument se trouve une fresque restaurée par Maurice Rogerolles, un peintre et sculpteur douaisien qui a réalisé restauré ce plafond en 1924. Alors cette fresque intègre une représentation de Marceline Desbordes-Valmore, qui est en fait une représentation de la sculpture d'Édouard Roussin, a un décor plus large qui célèbre les arts dramatiques, et c'est bien sûr un hommage rendu à la première activité qui a été celle de Marceline Desbordes-Valmore, c'est-à-dire une activité de comédienne itinérante, d'actrice, rôle qu'elle a joué pendant plusieurs décennies. Adèle Desloges, née Leurs, L-E-U-R-S, donc appartenait à une vieille famille douaisienne. On n'a pas retrouvé avec précision l'endroit où elle habitait à Douai, ne serait-ce parce que beaucoup de lettres qu'elle a reçues de Marceline Desbordes-Valmore ont été transportées par des voyageurs, par des occasions, comme on disait à l'époque, ce qui signifie que, en général, l'adresse ne figurait pas sur l'enveloppe quand enveloppe il y avait. Alors, Adèle Desloges était poète. Alors, évidemment, sa notoriété n'a sans doute pas beaucoup dépassé Douai. Elle a quand même édité 1 ou 2 titres de poésie. Ce qui est important quand même, c'est de prendre conscience que le nombre de poètes et de poètes femmes à cette époque-là était très très important. Et que d'une œuvre assez genrée dans le style sentimental en général, et d'une œuvre qui n'a pas laissé beaucoup de traces dans la mémoire, dont d'ailleurs il est quelquefois très difficile de retrouver simplement des épreuves imprimées, parce que ça n'a été quasiment conservé nulle part. Pour ma part, je n'ai encore pas trouvé de titres de poèmes édités par Adèle Desloges. Donc Adèle Desloges est une correspondante avec laquelle Marceline Desbordes-Valmore échangeait, semble-t-il, beaucoup de souvenirs douaisiens. Elle partageait avec Adèle Desloges cette mémoire des lieux qui est extrêmement importante dans l'œuvre poétique et dans la correspondance de cette époque-là. À Madame Desloges, née Leurs. Dans l'enclos d'un jardin gardé par l'innocence, j'ai vu naître vos fleurs avant votre naissance. Beau jardin si rempli d'œillets et de lilas, que de le regarder on n'était jamais là. En me haussant au mur dans les bras de mon frère, que de fois j'ai passé mes bras par la barrière pour atteindre un rameau de ces calmes séjours qui souple s'avançaient et s'enfuyaient toujours. Que de fois suspendus aux frêles palissades, nous avons savouré leurs molles embrassades, quand nous allions chercher pour le repos du soir notre lait à la sanse et longtemps nous asseoir sous ces rideaux mouvants qui bordaient la ruelle. Hélas, qu'au plaisir
pure la mémoire est fidèle, errant dans les parfums de tous ces arbres verts, plongeant nos fronts hardis sous leurs flancs entr'ouverts. Nous faisions les doux yeux aux roses embaumées, qui nous le rendaient bien, contentes d'être aimées. Nos longs chuchotements entendus sans nous voir, nos rires étouffés, pleins d'audace et d'espoir, attirèrent un jour le père de famille, dont l'aspect tout à coup surmonta la charmille, tandis qu'un tronc noueux, me barrant le chemin, m'arrêta par la manche et fit saigner ma main. Quand on lavait le seuil, la pierre large et lisse, où dans nos jeux flamands l'osselet roule et glisse, en rond silencieux, penchés sur leurs genoux, d'autres enfants jouaient, enhardis comme nous. Puis, poussant à la fois leurs grands cris de cigales, ils jetaient pour adieu des clameurs sans égale, si bien qu'apparaissant, tout rouges de courroux, de vieux fâchés criaient « Serpent, vous tairez-vous » Quelle peur! Jamais plus n'irai-je à cette porte, où je ne sais quel vent par force me remporte. Quoi donc? Quoi? Jamais plus ne voudra-t-il de moi, ce pays qui m'appelle et qui s'enfuit? Pourquoi? Et les petits voisins, amoureux d'ombres fraîches, n'eurent pas sitôt vu, comme au fond d'une crèche, un enfant rose et nu, plus beau qu'un autre enfant, qu'ils se dirent entre eux, est-ce un Jésus vivant? C'était vous. D'aucun nœud vos mains n'étaient liées. Vos petits pieds dormaient sur les branches pliées, toutes libres dans l'air où coulait le soleil. Un rameau sous le ciel berçait votre sommeil. Puis le soir, on voyait d'une femme étoilée l'abondante mamelle à vos lèvres collée. Et partout se lisait dans ce tableau charmant de vos jours couronnés le doux pressentiment. De parfums, d'airs sonores incessamment baisés, comment n'auriez-vous pas été poétisés? Que l'on s'étonne donc de votre amour des fleurs, vos moindres souvenirs nagent dans leurs couleurs. Vous en viviez, c'étaient vos rimes et vos proses. Nul enfant n'a jamais marché sur tant de roses. Mon Dieu, s'il n'en doit plus poindre au bord de mes jours, que sur ma sœur de Flandre il en pleuve toujours. Marceline Desbordes-Valmore. Le fonds Desbordes-Valmore à la bibliothèque de Douai est une collection considérable de lettres et autres documents qui fait, il y a environ 10 000 textes individualisés. Dans ce fonds, on a environ 1600 lettres autographes, au moins autant de lettres, de copies anciennes de lettres dont on ne sait pas où se trouve l'original, s'il existe encore. D'où l'intérêt de conserver aussi des copies, souvent d'ailleurs dans un mauvais état, un état plus mauvais que les originaux. Alors, ce fonds Desbordes-Valmore s'est accru au cours des temps, depuis la fin du XIXe siècle, suite à des dons ou à des achats. Le premier stock significatif de documents, de lettres surtout, a été donné par le fils de Marceline, Hippolyte Valmore, en 1870. Donc Hippolyte a donné à la ville de Douai un recueil relié de lettres de sa mère à son père. Les lettres du père ont été détruites, par lui-même d'ailleurs, il ne voulait pas qu'elles passassent à la postérité. Et par la suite, donc, il y a eu d'importantes acquisitions comme le fonds de Montesquieu, le comte de Montesquieu, le baron Charlus de Proust,
Le comte de Montesquieu était un collectionneur acharné d'autographes, d'auteurs de tous les temps, surtout de l'époque romantique, et particulièrement de lettres de Marceline Desbordes-Valmore. Et puis par la suite, la bibliothèque a eu l'occasion, enfin la ville a eu l'occasion d'acquérir une grande partie du fonds d'un collectionneur lillois, M. De Favreuil, qui était un assureur et un fanatique de Marceline Desbordes-Valmore. Il y avait même un portrait qui est conservé ici, une copie partielle du portrait conservé par Ledru, conservé donc au musée de la Chartreuse. Mais l'énorme acquisition a été celle du fonds Ambrière. Francis Ambrière, donc biographe de Marceline Desbordes-Valmore, le seul d'ailleurs qui soit fiable et de qualité dans la liste, donc a collectionné pendant plus de 30 ans lui aussi donc des lettres autographes de Marceline et d'autres personnages. Félix Ambrière, pour l'anecdote, avait les moyens, c'était un éditeur prospère. C'est lui qui a recréé la collection Les Guides Bleus chez Hachette, après la Seconde Guerre mondiale. Et il en a d'ailleurs rédigé lui-même 2 ou 3, dont celui sur Paris, fait à cette époque-là. Donc Francis Ambrière collectionnait des lettres qu'il achetait aux enchères ou sur catalogue de libraires. Et de nos jours, donc la bibliothèque continue à acquérir des documents, car trouver des lettres de Marceline Desbordes-Valmore sur le marché, comme on dit d'habitude, n'est pas un événement exceptionnel. Il y en a beaucoup, parce que beaucoup de lettres ont été dispersées, sont passées de collection en collection, quelquefois ont été détruites ou ont disparu. Mais beaucoup de lettres se trouvent maintenant dans des hôtels de vente parisiens, ou sur des catalogues d'auteurs, de libraires, sur des catalogues de libraires, parisiens eux aussi. Donc chaque année, mon collègue responsable et successeur responsable du fonds patrimonial fait l'acquisition de quelques lettres de Marceline Desbordes-Valmore. Mais il y en a aussi à Douai. Quelques Douaisiens en ont chez eux. Et c'est un petit mystère local que d'essayer de savoir donc qui a des lettres et lesquelles et à qui elles étaient destinées. La bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore conserve également de nombreux documents manuscrits de Théophile Bras, qui est un artiste douaisien, principalement sculpteur, mais aussi tel qu'il se révèle dans les 100 cartons d'archives qu'il a légués à la ville de Douai en 1850, un dessinateur extraordinaire, sculpteur très académique, très conventionnel dans son style, dessinateur extraordinairement créatif, avec un univers très onirique, très fantastique. Alors ce Théophile Bras est un cousin au 2e degré de Marceline Desbordes-Valmore. Les deux cousins s'apprécient énormément, vont entretenir une correspondance nourrie pendant de très nombreuses années, mais vont finir par se fâcher après le séjour du fils de Marceline, Hippolyte, chez le cousin Théophile, qui va l'accuser de serrer d'un peu trop près sa 3e épouse, ce qui va entraîner une brouille définitive entre les deux cousins qui ne se croiseront plus jamais. À Théophile Bras. Lettre sans date. Tu ne m'écris pas, Théophile. Ta femme n'a pas non plus répondu à ma dernière lettre. Mais je sais par Madame de Simonis que tu te portes bien. Et c'est là ce qui m'importe le plus de savoir. J'aurais toutefois désiré connaître par toi le résultat de ton voyage dans notre cher pays. Il me semble que je l'aurais un peu respiré dans une lettre de toi. Écris-moi donc quand tu auras le temps. Tu rendras aussi du courage à ma bonne Ondine, qui regrette toute ta poétique maison. Comment se porte Ulrich? J'ai conjuré monsieur Jules Favre d'aller te voir. C'est un jeune avocat distingué que nous perdons ici, avec douleur, mais dont l'avenir est à Paris. Son génie a la même tendance que le tien. Il est homme de lettres et de plume,
et aussi puissante que sa parole. Tout ce qu'il a dit et écrit est empreint d'une âme très élevée. Je souhaite vivement qu'il aille quelquefois se reposer et se recueillir devant tes anges et ton Christ, mon bon parent, et causer avec ton âme à toi, qui m'eût été profitable d'écouter souvent. Mon mari est triste de t'avoir vu trop peu. Je t'avoue que c'est un des chagrins que j'offre à Dieu dans tous mes sacrifices. Madame Simonis me dit sur toi des choses si vraies que je l'en aime mieux encore, cette belle et bonne créature. Donne-moi donc des nouvelles de Monsieur du Tilleul et de la rue Notre-Dame. Je t'en prie, dis-moi si le puits est encore au coin du cimetière, qui n'y est plus. Je n'ose pas trop appuyer mon cœur sur notre pauvre ville natale. Il y a de quoi me faire retomber en langueur, et 3 ans entiers de mal du pays m'ont fait connaître le triste empire de la mémoire sur la raison. Monsieur du Tilleul m'a envoyé une fois à Bordeaux un petit panier plein de fleurs de carême et de balbure. Seigneur, que j'ai été heureuse, je les ai encore. Je t'envoie une prière. Je te conjure de la mettre aux pieds de ton Christ, et tu la feras lire à Adrienne, qui elle va te voir. Donne-moi des nouvelles de ton père et de ta mère, de tes petits-enfants que j'aime maintenant de bien loin, de ta femme, qui me doit une longue lettre et beaucoup d'amitié pour la mienne. Au revoir, Théophile. Marceline Valmore. Bonjour, Anne Labourdette, conservatrice au département des objets d'art du musée du Louvre. Je viens vous parler de Marceline Desbordes-Valmore et en particulier de 2 tableaux qui sont tous 2 conservés au musée de la Chartreuse. Le premier est un tableau de Martin Drolling, dont on ne connaît pas précisément la date de réalisation, mais qui vraisemblablement représente la jeune Marceline Desbordes, à l'époque où elle fait une pause dans sa carrière de comédienne. En tout cas, tout ça sont des hypothèses de son biographe Francis Andrière, qui a d'ailleurs attribué ce tableau au fils de Martin Drolling, Michel Martin. Aujourd'hui, nous penchons plutôt pour un tableau du père, puisqu'il représente donc la jeune Marceline, accoudée à une table, qui vient de poser sa guitare, dont elle a peut-être joué. Et si vous observez bien l'œuvre, il s'agit presque de la représentation d'une scène de théâtre. Plus exactement, cette peinture est vraiment construite, comme si nous assistions à la représentation d'une scène qui a été ou qui va venir, à savoir celle d'une attente. Lorsque vous regardez en effet la jeune femme, Marceline Desbordes, probablement peinte vers 1808, mais ça reste une hypothèse, elle est donc parée, coiffée, habillée, comme si elle attendait quelqu'un qui allait venir. Et sur l'identité de cette personne, nous ne savons pas grand-chose. Si ce n'est que, et j'en pose l'hypothèse, il pourrait s'agir d'un homme. Alors pourquoi ? Parce que le tableau est vraiment construit non seulement comme une scène de théâtre, mais il est construit en reprenant des codes que l'on trouve dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle. Et ces codes montraient en général des femmes à l'intérieur de leur maison, en attente de l'arrivée d'un homme, ou se préparant au départ de l'homme qui venait de les quitter. Donc il y a certainement là aussi dans ce tableau qui en l'apparence nous montre la seule Marceline avec sa servante ou peut-être sa sœur en arrière-plan, là non plus nous ne savons pas, et peut-être c'est justement ça que représente le tableau, mais peut-être y a-t-il donc un second code qui est donc la représentation d'une attente ou la représentation d'une rêverie suite au départ d'un être qu'elle a aimé. Et il y a une petite allusion au talent dont Marceline faisait preuve à la guitare, puisque la guitare est posée non loin d'elle, et on pense que le tableau a été réalisé au moment où elle-même commence à composer et à publier des romances. Elle en a publié une notamment en 1807, et il s'agit ici d'un tableau qui rend hommage au talent de Marceline Desbordes. Alors le deuxième portrait, cette fois-ci de Marceline, toujours Desbordes, vraisemblablement parce qu'elle n'a pas encore épousé Prosper Valmore,
si vous regardez bien, elle ne porte pas d'alliance à l'annulaire de sa main gauche. Or, Marceline Desbordes, plus tard Marceline Desbordes-Valmore, a, j'allais dire, porté une attention très importante au fait d'être mariée, puisqu'à l'époque, c'est-à-dire au cours de la première moitié du XIXe siècle, eh bien, être célibataire pour une femme n'était pas un statut envié et enviable. C'est comme ça, on peut le regretter, mais c'était comme ça à l'époque. Bref, toujours est-il que ce tableau, je le date moi de tout début des années 1810, mais il y aurait encore un travail à faire à ce sujet. Et si vous regardez bien l'œuvre, vous voyez que Marceline Desbordes vient donc de s'interrompre dans la lecture d'une œuvre de Fénelon. On voit juste, d'ailleurs, le titre marqué à l'envers, œuvre de Fénelon, sans qu'on sache exactement de laquelle œuvre le tableau parle vraiment. Et Fénelon était à l'époque un auteur extrêmement lu, extrêmement commenté, notamment parce qu'il s'était intéressé à des problématiques d'éducation pour les enfants, pour les jeunes, on dirait aussi, mais en particulier également pour les femmes. Donc voilà une des premières clés que l'on peut donner sur la représentation de Marceline Desbordes. Deuxième clé, eh bien, il s'agit d'un de ses portraits fait par son oncle, Constant Desbordes, dont on connaît en réalité peu d'œuvres conservées dans les collections publiques. Sa carrière, à lui, est assez bien connue, notamment par le biographe de Marceline Desbordes-Valmore qui s'appelle Francis Ambrière. Mais encore aujourd'hui, on ne connaît qu'une petite vingtaine d'œuvres attribuées à Constant Desbordes. Et je pense que ce portrait date d'une époque où l'oncle et la nièce se fréquentaient assidûment, dans l'atelier que Constant Desbordes avait à Paris, et atelier assez fréquenté par une jeune génération d'artistes romantiques. Et Marceline Desbordes-Valmore a d'ailleurs par la suite écrit un roman, là aussi à clé, sur cette période-là. Et le tableau lui-même est une citation d'une œuvre de Constant Desbordes, qui est elle-même encore une citation d'un tableau de Raphaël. Alors, je m'explique. Constant Desbordes avait pu copier dans les années 1807 un tableau qui se trouvait au Louvre à l'époque, que les Français avaient pillé à Bologne, qui depuis y est retourné et qui représente une Sainte Cécile par Raphaël. Et donc il avait copié ce tableau qui se trouve aujourd'hui à Madrid et il a représenté Marceline, sa nièce, comme la sainte, qui est donc la sainte patronne de la musique, les yeux levés vers le ciel, en signe d'intense méditation créatrice ou poétique. Constance Desbordes. On sait peu de choses de Constance Desbordes. Elle habitait rue d'Ocre, au numéro 6 de l'époque. Il faut se méfier parce que la numérotation des maisons a souvent changé au cours des temps. Constance Desbordes était une cousine de Marceline du côté maternel. Elle était la fille d'une sœur de sa mère. Constance Desbordes, ce qu'on sait d'elle, c'est que c'était une pauvre femme qui a vécu une vie de grande pauvreté et peut-être même de misère. On le sait parce qu'elle a demandé au moins une fois un secours à sa cousine Marceline, et dans une lettre de 1850, si je me souviens bien, Marceline lui dit que malheureusement elle est elle-même dans le dénuement à ce moment-là, elle manque de ressources, ce qui était fréquent chez elle, et donc elle est incapable d'aider sa cousine Constance à payer son loyer. Constance Desbordes, comme d'ailleurs au moins une autre sœur de Marceline, a perpétué le souvenir de la famille Desbordes, parce que il n'y a plus de descendants directs de Marceline Desbordes-Valmore. Par contre, il existe toujours des descendants de collatéraux, donc des descendants de cousins de Marceline, et Constance Desbordes a donné son nom à ses enfants parce que Constance Desbordes donc a eu des enfants sans être mariée. Donc les mariés, les enfants donc ont eu le nom de leur mère, et c'est comme ça que ce nom s'est perpétué, cette descendance s'est instaurée. Donc Constance Desbordes est une femme qui vit mille misères. On peut penser qu'elle fait des travaux de ménage chez des particuliers, mais elle partage en cela le sort des sœurs
Marceline, donc ses tantes, donc c'est les sœurs Cécile et Eugénie de Marceline Desbordes, qui ont elles aussi vécu une existence d'une très grande pauvreté, donc à Rouen essentiellement. Il faut dire que le sort, le destin social de la famille Desbordes n'est pas très gratifiant. Et on peut penser d'ailleurs que ça a créé des liens, des dissensions, pardon, pas des liens, ou des liens compliqués. Donc des dissensions dans la famille parce que il y avait une certaine jalousie, non pas de la réussite matérielle de Marceline, c'est vraiment pas le cas, mais tout ça de sa notoriété. Elle a quand même été une poète, encensée, reconnue, louée essentiellement pendant la première moitié du XIXe siècle. Et on peut constater d'ailleurs que de nos jours, donc il y a un regain d'intérêt étonnant pour Marceline Desbordes-Valmore, puisque beaucoup de chanteurs et artistes la chantent, ce qui est extrêmement encourageant. À Constance Desbordes, le 8 août 1850. Ma bonne cousine, le retard que j'ai mis à vous répondre depuis le 18 juillet est une triste preuve de l'impossibilité où je suis d'arriver en aide à votre infortune. Vous dire à quel point j'y suis sensible, vous devez le deviner, j'en suis sûre, et je vous l'écris de tout mon cœur, ma pauvre cousine, car il y a peu de chagrin plus amer que celui de savoir une parente malheureuse sans que Dieu vous accorde la joie de la relever, comme on voudrait l'être soi-même. Mon frère Félix, m'ayant dit souvent vos peines, je n'aurais pas attendu la demande à laquelle vous venez de vous résoudre si je n'étais pas dans une lutte si grave avec le sort. Est-ce que mon bon frère vous a laissé ignorer ma ruine et les tourments de mes jours, lui qui en souffre avec moi, puisqu'il sait que c'est au prix des plus grands sacrifices que je lui envoie quelquefois une faible portion de ce que je lui envoyais toujours avant ces années terribles. J'éprouve le même supplice envers mes bonnes sœurs que je ne peux aider qu'à peine dans la grande détresse où elles sont tombées. Votre mère, ma chère tante Thérèse, doit pouvoir juger de la sincérité de ce que je vous écris et du crève-cœur où me met votre misère. Serait-il possible que Félix, par un sentiment de fierté bien estimable d'ailleurs, ne vous ait pas confié le changement de notre sort? Enfin, la preuve vous en arrive aussi vraie pour vous qu'elle est amère pour moi. Il m'est douloureux jusqu'aux larmes de répondre par cette confidence à l'espoir que vous aviez mis, ma bonne Constance, dans votre sincère et affectionnée cousine. Marceline Desbordes-Valmore, je suis bien touchée de la bonne conduite de votre fille et de son souvenir pour moi. Hippolyte Romain du Tilleul, qui habite rue des Houets, a été un correspondant de longue date de Marceline Desbordes-Valmore. Leurs premiers échanges datent des années 1824-1825, à l'époque où la jeune poétesse qui vient d'être publiée en 1819 propose à Hippolyte Romain du Tilleul de publier dans un des journaux dont il est l'éditeur dans le Douaisis un certain nombre de ses poésies. Hippolyte Romain du Tilleul a aussi un lien avec la bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore puisqu'il va la diriger de 1834 à 1860, période assez longue et assez fertile où Hippolyte Romain du Tilleul va notamment cataloguer l'ensemble des imprimés et des manuscrits qui ont été confisqués à la période révolutionnaire. Alors c'est un personnage assez important dans la vie socioculturelle de Douai, un homme de lettres, d'une grande érudition, qui occupe aussi des fonctions de juge de paix, qui est le vénérable de la loge maçonnique de Douai, qui a une influence très importante sur la vie de cette cité, et qui est un ami assez proche de Marceline Desbordes-Valmore et aussi de son cousin Théophile Loin. À Hippolyte Romain du Tilleul à Douai, Bordeaux, 1823.
Monsieur, je me doutais que c'était à vous, monsieur, que je devais les remerciements pour la lithographie qui m'a apporté, comme par enchantement, la porte Notre-Dame à Bordeaux. Je l'ai fixée précieusement à mon album, et je la regarde souvent, tout attendrie. Ma ville natale recèle des souvenirs bien touchants et bien douloureux pour moi. J'y retourne souvent par la pensée, et si l'avenir ne se joue pas de tous mes souhaits, j'y retournerai un jour. Saluez pour moi, monsieur, ces remparts solitaires que je trouve si beaux. Envoyez-moi, dès qu'elles paraîtront, quelques fleurs de carême et un peu de verdure que je joindrai à l'esquisse que je vous dois, et dont je vous prie d'offrir mes remerciements à l'artiste qui l'a exécutée, ainsi qu'à l'auteur d'une musique charmante que je conserve avec le même soin. Marceline Desbordes-Valmore.